Tout changer pour une nouvelle vie. C'est Titouan aujourd'hui, dans le sens. 1, 2, 4. Mais c'est une question incroyable. Ah bah écoute, peut-être que tu m'as croisé au sommet de l'Everest. Mais qu'est-ce que c'est que cette interview ? Le sens. Salut à tous et bienvenue dans Le Sens, ce podcast qui vous emmène à la rencontre des gens, de leur parcours saugrenu, de leur job unique et de leurs activités particulières. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui s'appelle Titouan, prénom breton à l'origine, prénom qui s'inspire de l'océan et à raison, puisque mon invité du jour a vu ses parents naviguer sur les mers d'Europe en bateau tout au long de sa jeunesse. Je reçois aujourd'hui un grand homme svelte de 33 ans. Il a l'allure d'un sélectionneur d'une équipe de foot très influente ou d'un mannequin pour produits capillaires destinés aux hommes mûrs. Et oui, parce que Titouan a les cheveux poivre et sel. Si jeune, me direz-vous ? Oui, mais c'est là tout son charme et son côté mystérieux. Si Titouan est mon invité aujourd'hui, c'est que lui aussi fait partie des gens qui ont changé de vie pour trouver plus de sens. En effet, Titouan était chef d'entreprise à Paris, il était associé dans la restauration, à la tête de 3 établissements. Les jours étaient stressants, mais la réussite grisante. Et puis, une rencontre au hasard d'une soirée parisienne, au sein même de son lieu de travail, le fait chavirer. Il tombe amoureux, remet en question tout ce qu'il avait construit jusqu'ici. Pourquoi ? Eh bien, il va nous en parler, mais soyez patient, pardi, diantre, fichtre. Qu'a-t-il fait ensuite ? Je vais vous le dire, soyez patient, bordel. Il a pris un aller simple pour la Suisse et s'est réinventé dans le même univers professionnel. Il s'est habitué à sa nouvelle vie, mais il a pris goût au changement. Alors, compte tenu de la situation actuelle, pour la restauration, les bars, etc., il s'est dit « Non, je vais rebondir » et le voici conseiller financier depuis quelques mois, une nouvelle carrière dont il va nous parler. Il va répondre à mes questions. Et j'accueille, mesdames et messieurs, dans le sens, Titouan. Titouan, comment ça va ? Ça va bien. Tu vas bien, t'es en forme ce matin ? Ouais, j'ai pris mon café, donc c'est bon. On est mercredi matin de mars, et tu m'accueilles chez toi à Lausanne. Et moi, je voudrais savoir si celui qui nous écoute t'a déjà croisé quelque part. Du coup, je vais te faire sans plus attendre l'interview « Je te connais ». Tu connais l'interview « Je te connais » ? J'en ai entendu quelques-uns sur le podcast déjà. Parfait, alors lance le jingle, s'il te plaît. Alors, et maintenant le jingle pour le « Je te connais ». Mais je l'ai déjà entendu. L'interview, je te connais. Ah si, je te jure. Mais tu blagues, je connais cette personne. Cher Titouan, es-tu prêt pour cette interview ? Oui, plus ou moins, ouais. J'aimerais savoir si les gens t'ont croisé à l'école, où est-ce qu'ils t'ont croisé ? Alors, à l'école, ils m'ont croisé principalement donc banlieue sud de Paris, donc Malakoff, et puis après le lycée Michelet à Vanves, et après lors de mes études donc à Négocia, puis après à Advancia. Ok, tout ça se trouve à Paris ? Exactement, ouais, Paris. Ok, Paris, banlieue parisienne. Paris, banlieue parisienne, sud, 9 de I. Ok, donc en fait, je pense à tous les Lausannois, tous les Suisses qui vont t'écouter, qui vont se dire « Putain, encore un podcast de Frouze, super ». Exactement. Si je t'ai croisé en train de donner des leçons à des enfants, genre « Tu verras quand tu seras grand », je t'ai croisé où ? Ah, ça effectivement me rappelle que j'ai passé mon BAFA pendant un temps. J'ai exercé aussi pendant quelques temps en tant qu'animateur. Donc, je pense que c'était en Bretagne de mémoire. Après, le lieu exact, je peux pas te dire. Mais je crois que j'en ai repris plus d'un, ouais. Ah ouais ? Bon, après, j'ai repris mes sœurs aussi, mais des petits cousins et tout ça. Mais bon, ça c'est en interne dans la famille, donc... Très bien. Eh bien, écoute, ton côté paternaliste, grand frère, résonnera dans les oreilles de ceux qui nous écoutent, peut-être. Si je t'ai croisé, dernière question, sur les réseaux sociaux, je t'ai croisé sur quel réseau ou sur aucun ? Et de quelle façon ? Est-ce que tu postes des duckface sur Instagram ? Alors non, je suis pas du tout duckface. Je pense que sur les réseaux, tu as dû me croiser sur Facebook au début 2018, puis après pendant toute la période, effectivement, école de commerce et tout ça. 2008, tu veux dire ? 2008, pardon. Oui, Facebook 2008, a Facebook. simplement 3 ans d'existence. Exactement. Et puis après, plus sur Instagram, mais plus sur des photos, des choses comme ça. Je suis pas très actif sur les réseaux. C'est pas ma volonté de développer ça, donc voilà. Mais ça n'empêche que j'y passe quand même beaucoup trop de temps. Comme je te comprends. Eh bien, nous allons passer, puisque maintenant les gens savent où ils t'ont croisé, un petit peu, en tout cas on en sait un peu plus sur toi, eh bien, la prochaine interview, l'interview principale de ce podcast s'appelle
Paris-Lausanne sans escale. Et du coup, vu que je suis très très fier de cette interview, je vais moi-même lancer le jingle. Alors jingle. Ça c'est Paris. Ça c'est Lausanne. Attention au départ. C'est un train sans escale. Cher Titouan, dans cette interview Paris-Lausanne sans escale, je vais refaire en fait ton parcours qui a vu plusieurs changements et plusieurs allées et venues entre différents endroits et différentes formations, différents jobs. Déjà, tu as grandi à Paris, ça c'est une certitude. Oui, j'ai grandi à Paris, j'ai passé mon enfance, si tu veux, à Malakoff. Puis après, du coup, j'ai intégré Négocia dans l'école de commerce et j'ai fini les dernières années, j'étais dans Paris 17e. Ok. Quel est ton background familial ? Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les valeurs ? On a parlé brièvement, tout brièvement au début, du fait que tu avais des parents qui étaient aventuriers, qui prenaient le bateau pour aller faire les différentes mers d'Europe, notamment au Portugal. Quel est ton background familial ? Tu as des frères et sœurs, et comment est-ce que vous avez grandi dans un esprit entrepreneurial, aventurier, plutôt conservateur, plutôt fais attention, sans savoir à quoi on doit faire attention ? Ouais, alors, pour résumer, déjà, effectivement, je suis l'aîné de ma famille. J'ai 2 petites sœurs avec 2 ans d'écart à chaque fois. Le background familial, j'ai envie de dire, mon père, il travaillait pas mal pour différents jobs. Moi, je dis toujours, je sais jamais ce que faisait mon père, parce que je suis retrouvé des photos de lui en mode aviateur, puis après, il a travaillé pour des renseignements. Ça, tu couperas peut-être au montage, faudra peut-être pas le dire. Tu me diras. Mais après, il a travaillé pour les hôpitaux, mais voilà, quand je devais mettre à l'école la profession de mon père, je me souviens avoir été le voir et lui demander mais papa, je mets quoi ? Je réponds quoi à cette question ? Il me dit, tu sais, tu mets économiste, puis ça suffira. Le truc qui n'a rien à voir. Exactement, c'est le truc qui n'a rien à voir. Pour moi, j'étais perdu. Et puis ma mère, si tu veux, elle a fait une carrière informaticienne principalement chez Atos et puis chez Renault après. Atos, c'est une marque c'est un groupe. Atos, c'est du service informatique. D'accord, ok. Peut-être que je dise pas de bêtises, mais il me semble que c'était ça quand j'étais petit. D'accord. Et puis après, effectivement, elle a travaillé pour Renault et elle s'est intéressée à tout ce qui est syndicat et tout, donc à la cause des salariés. Et voilà. Mais pour répondre du coup à la question initiale, dans quel contexte familial on a grandi, j'ai envie de te dire que beaucoup d'amour, beaucoup d'attention de la part de mes parents. Aujourd'hui, on parle de changement de vie, on parle d'audace, on parle de prendre sa vie en main. Est-ce qu'il y a des choses comme ça dans ton enfance qui ont été dans ce sens-là ? Le côté aventurier, le côté audacieux ou pas ? Mes parents m'ont toujours poussé à faire ce que j'aimais, ce qui me semblait bien pour moi. Il y a une réflexion que mon père m'a fait quand j'ai dit je vais faire une école de commerce et tout ça. Il m'a dit mais est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux ? Est-ce que c'est pas plus partir sur un métier manuel ? Il avait eu cette réflexion vis-à-vis de moi et j'ai dit non, moi je veux faire une école de commerce, c'est ce que je veux. En même temps, c'est je pense que ce qu'on voulait tous à l'époque. Voilà, ce qu'on voulait tous à l'époque. Parce qu'on voyait effectivement la carrière derrière et puis les sous-sous aussi et puis l'éclate pendant toute la période d'études dans une école de commerce. Donc, voilà. On peut dire quand même que dans notre génération, donc, ces écoles de commerce entre 2005 et 2015, je pense que ça a été vraiment la grosse période école de commerce où tout le monde voulait faire une école de commerce, du marketing, de la com. Et finalement, on s'est tous rendu compte qu'en ayant eu le diplôme, à Paris, un mec qui est chargé de communication gagne à peine plus que le SMIC et que finalement, la vie n'est pas forcément très cool. Alors que tu as fait des études supérieures, tu as un master, tu as payé assez cher tes études, tu as voyagé à l'étranger et tu te retrouves à gagner pour l'instant, pas grand-chose. Donc on avait tous été un peu déçus et c'est peut-être la raison qui fait que notre génération change de vie à l'approche de la trentaine ou se repose des questions peut-être que nos parents ne se sont pas posées par le passé. Je ne sais pas. En tout cas, on a été un petit peu, on a été un peu désenchantés, comme dirait Mylène. On a été, je pense, désenchantés. Alors, en tout cas, moi, c'est pas mes parents qui m'ont poussé à faire ces études-là. Si tu veux, c'est vraiment moi, parce qu'il y avait des copains aussi qui allaient faire une école de commerce et puis c'était un petit peu, on va dire, la compétition qui aurait la meilleure école.
Aujourd'hui, je renie pas cette école de commerce parce qu'elle m'a quand même pas mal apporté, que ça soit dans le boulot, que ça soit dans les relations, les amis, les choses comme ça, les connaissances que tu fais, puis même les expériences de vie aussi derrière. Moi, le master que j'ai fait, ça m'a permis aussi de rentrer, si tu veux, dans l'entrepreneuriat, dans la vie active aussi derrière, dans un monde que j'appréciais beaucoup, qui était effectivement la restauration, les bars et tout ça. Et donc ça m'a fait quand même connaître des choses et puis ça m'a ouvert des portes. Tu penses que sans ce parcours en école de commerce, tu n'aurais peut-être pas forcément ouvert ces restaurants, tu n'aurais peut-être pas tenté l'entrepreneuriat aussi facilement? Quel est ton avis par rapport à ça? Le lien entre les deux? Non, je pense que même je serais retombé dans la restauration par la cuisine ou par des choses comme ça. Il faut préciser qu'on a, à la fin de notre bachelor avec Titouan, on devait trouver un stage et moi j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelait ID Resto, qui a été rachetée par le groupe La Fourchette, qu'on connaît tous. Et finalement, Titouan a fini par faire le même stage que moi. Et donc, c'est avec cette première expérience dans le démarchage de restaurants, etc., que toi, tu as commencé ton parcours qui a été plus intense. Mais est-ce que ce stage a marqué quelque part un départ ou... C'était effectivement un point de départ, une première rencontre avec le monde de la restauration et tout ça. Je me suis rendu compte qu'effectivement, les gérants de restaurants et tout, c'était des personnes qui étaient très humaines, qui avaient des parcours très différents et ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Puis après, ça m'a permis aussi, je pense que ce stage m'a permis après d'intégrer une société Olivier Bertrand Distribution pour laquelle j'ai travaillé pas mal de temps et qui m'a fait en fait découvrir encore plus la restauration parce que j'avais un portefeuille de clients, donc ce qu'on appelle Horeca, hôtel, café, restaurant, dont je devais m'occuper, que je devais développer et à qui en fait je livrais tout type de boissons confondues, alcool, vin, café, bière. Tu as ouvert plusieurs restos et bars avec tes associés de l'époque. Raconte-nous un peu cette histoire, parce que je crois que c'est intéressant. C'était des amis, ils ont ouvert d'abord un bar, puis ensuite vous en avez ouvert un ensemble, puis il y a eu un restaurant. Exactement. Raconte-nous ça. Ouais. Alors, c'est grâce à un ami, effectivement, que je suis rentré chez Olivier Bertrand Distribution, puis lui, pendant ce temps-là, avec un autre ami d'enfance, ils ont ouvert une gérance et on a eu l'occasion en fait de reprendre un premier bar qu'on a trouvé en liquidation judiciaire. Je me souviens toujours de ce moment effectivement où on se rend à la séance. C'était au tribunal de commerce à Paris. On arrive dans la salle et puis mon ami me dit je dis à mon ami mais c'est bizarre, on est les seuls dans la salle, on est les seuls à avoir fait une offre. Alors qu'il y avait énormément de gens qui avaient visité ce bar. D'accord. Et effectivement, on a récupéré le local, mais on n'y croyait pas. On s'était dit, on fait cette offre-là, et puis on verra bien ce qui se passe. Et puis effectivement, après, ça a lancé quelque chose. Et peu de temps après, effectivement, on avait cet objectif, en fait, ce souhait d'ouvrir un restaurant. Et peu de temps après, effectivement, on a ouvert un restaurant. Donc c'était vraiment le bon endroit, le bon moment. Ouais, c'était très clairement le bon endroit, le bon moment. Et puis le bon lieu, en fait, aussi. Parce que... tu veux dire le bon local, quoi. Le bon local, oui, le bon local, bien sûr. Parce que ça nous a permis de nous lancer pour pas non plus trop cher. Et ça a été une aventure incroyable. Et puis après, tu as juste à tirer sur le fil, en fait. C'est ça, ça marche bien, tu bosses dur. Ça marche bien, alors effectivement, tu bosses dur, parce que moi, j'ai continué à avoir cette activité de commercial aussi pendant plus ou moins 2 ans, je crois. En parallèle? En parallèle, du coup. Puis j'allais bosser le soir dans les bars. Donc du coup, c'était beaucoup d'investissement. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir aussi là-dedans, donc voilà. Et puis du coup, il y a eu donc 2 bars au début, et toi, t'as pris la responsabilité du restaurant ensuite, c'est ça? Alors non, on s'est toujours partagé les bars et restaurants de manière équitable, surtout que si tu veux, le bar qu'avaient ouvert mes amis, moi je venais les aider aussi là-dessus. D'accord. Mais en gros, j'étais plus sur la gestion du pull-up et du coq à l'âne aussi, avec de toute façon. D'accord. Est-ce qu'on peut justement parler du concept? Il faut savoir que les 3 établissements étaient placés sous le thème de la poule. Exactement. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Rappelle-nous les 3 noms déjà. Alors, il y avait... Le premier, ça a été le Cocorico.
Le deuxième, c'était le pull-up. Et le troisième, c'était du coq à l'âne. Du coq à l'âne, c'était le restaurant. Pourquoi ces noms-là ? Parce que je crois que c'est parti effectivement du cocorico, où effectivement on voulait pas faire de chichi, un petit côté franchouillard et tout ça. Bonne enfance, où on s'éclate. Et puis après, on a trouvé le jeu de mots pull-up, comme la poule. Et puis derrière, le restaurant du coq à l'âne, c'était pour montrer effectivement qu'on était dans l'univers du bar et qu'on passait dans un autre univers, la restauration, d'où l'expression du coq à l'âne. D'accord, ok. Voilà. Ça fait du sens. Ouais, Est-ce que ça existe toujours ? Non, les établissements ont été revendus. Alors, le restaurant existe toujours sous le même nom. D'accord. Il est toujours au même endroit, donc Paris 1er, en face de la Banque de France. C'est ça, ok. Ouais. Palais Royal, par là. Palais Royal, tout à fait. D'accord. Et donc ça, c'est un parcours qui t'a plu, qui t'a rempli à tout niveau, je pense, pendant quelques années. Je veux dire, l'épanouissement personnel, l'entrepreneuriat, le fait d'être pris dans un espèce de projet qui évolue, etc. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ça, avec le recul ? Qu'est-ce que je garde comme souvenir ? C'est un métier qui est extrêmement formateur, où tu es obligé de te réinventer tout le temps. Et effectivement, d'autant plus aujourd'hui, vis-à-vis de la crise sanitaire, tout ça, je pense que le métier souffre énormément et on voit bien que les gérants, les patrons se réinventent tout le temps pour essayer de survivre, quoi, parce que c'est au quotidien, en fait. Mais avec quand même beaucoup de plaisir, parce que le but, c'est quand même satisfaire les clients, satisfaire les gens qui viennent dans notre établissement, montrer un petit peu qui on est, comment on aime faire les choses, et voilà. Dans le restaurant, on avait quand même une énorme partie de notre clientèle qui était des habitués. Et c'était génial. Parce que les gens venaient pour nous, pour l'ambiance qu'on mettait. Alors, voilà. Ouais, tu sens vraiment que les gens adhèrent non seulement à ce que tu produis comme produit, donc peut-être des cocktails ou les plats du jour, mais ils adhèrent aussi au concept du lieu et à ta personnalité à toi. Ils adhèrent surtout, je pense que plus qu'au lieu, ils adhèrent à l'humain. Ils adhèrent à l'échange qu'on a avec eux, l'accueil qu'ils ont, à le l'accueil, service. au service. Surtout à Paris où finalement les serveurs et l'accueil n'est pas toujours la priorité. Oui, alors d'une part, et puis d'autre part, c'est les gens font 10 mètres puis ils retombent sur un autre restaurant, sur une autre brasserie qui peut être plus ou moins pareil, ou sur le même marché en tout cas. Bien sûr. Tu as eu ces établissements à une époque dorée pour la restauration, en tout cas comparé à ce qu'on vit aujourd'hui. À ce qu'on vit aujourd'hui, ouais. C'était pas une période dorée, mais comparé à ce qu'on vit aujourd'hui, on se dit oh waouh, c'était bien à l'époque. Ouais, c'était bien à l'époque. Quel est ton regard sur on va parler là parce que là pour l'instant on est encore dans ta vie parisienne. Parisienne, ouais. Quel est ton regard sur la situation actuelle en France, à Paris ? On parlera peut-être de la situation suisse. J'ai encore des amis qui sont dedans. Moi, je peux pas me dire autre chose que je suis parti plus ou moins au bon moment. Ce qui est un peu triste, mais c'est la réalité. Maintenant, je vois les gens qui se réinventent et puis je trouve ça, mine de rien, quand même beau parce que c'est des gens qui tiennent à leur vie, qui tiennent à... Alors oui, effectivement, derrière, il faut payer les factures, il faut payer tout ça. Mais ils se battent plus ou moins tous les jours pour essayer de faire vivre encore leur lieu, de transmettre quelque chose à leurs clients, transmettre une attention, tout simplement. Est-ce que tu penses qu'on va récupérer une façon de vivre parisienne avec les restos, les bars, les terrasses un jour, ou est-ce que tu penses que de toute façon, à un moment donné, il y a une rupture et ce sera plus pareil ? Moi, je souhaite qu'on retrouve, si tu veux, on va dire, cette vie d'avant dans les bars et les restaurants, parce que c'est les messages et les moments qu'on a avec nos clients sont tellement beaux et tout ça que ce serait quand même dommage qu'on passe à côté de ça et qu'il y ait une espèce de fracture entre la relation client et le contexte sanitaire. Ouais, et gérant d'établissement et contexte sanitaire. D'accord, ouais. Ok. Force à eux. Force à eux, clairement. Clairement. Ouais. Force à tout ce domaine, tout ce pan de la société qui souffre au quotidien. Évidemment, ce ne sont pas les seuls. Évidemment, on en parle partout, tout le temps. La restauration, les étudiants, les machins, tout le monde souffre. Là, le monde de la santé, on parle de ça. On est assailli d'informations de ce genre toute la journée. Mais il ne faut pas oublier que y a certains métiers qui arrivent à survivre et qui arrivent quand même à bosser un minimum, même si effectivement on ne vit pas les meilleures périodes du secteur. Mais il y a des gens qui ne bossent plus du tout depuis une année. Et moi, je pense à eux.
Voilà. Ouais. Ce soir-là, dans ton bar, dans ton resto, je sais pas, peut-être Dans le le bar. resto. Tu es dans le resto et quelque chose va changer ta vie. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais avec un ami, puis il y avait personne dans le bar ce soir-là. Puis on discutait, puis à un moment donné, plus ou moins vers 23h, je crois, moi j'étais en train de préparer le restaurant pour le brunch du lendemain, et j'entends des filles qui crient dans la rue, un groupe de filles qui crient dans la rue, et en gros, j'entends tous les bars jusqu'à l'arrêt du métro, on s'arrête, on boit une tournée de shots. Je dis, oh là. C'est un gros programme. Un gros programme. Et puis du coup, je pense que j'ai été le premier bar parce que j'ai un groupe de filles qui débarquent dans le restaurant. Elles avaient fière allure à ce moment-là. Elles avaient fière allure, elles avaient passé une bonne soirée donc, dans une pizzeria juste à côté. Et puis je pense qu'elles rentraient peut-être pas plus ou moins se coucher, mais voilà, continue en tout cas la soirée. Puis du coup elles sont rentrées et en fait en discutant j'apprends que c'est l'enterrement de vie de jeune fille d'une des filles et donc du coup elles prennent une première tournée de shots et puis moi je décide d'offrir un shot si tu veux à la mariée et en fait je voulais offrir un shot enflammé et ce shot enflammé ça a un peu effrayé la future mariée. D'accord. Dans le sens où, si tu veux, elle m'a dit « Mais non, mais t'imagines, je me brûle à mon mariage et tout. Non, moi, je veux pas faire Parce ça. » que tu dois le boire. En fait, c'était un shot que tu buvais, que tu gargarisais et t'ouvrais la bouche et puis après, j'enflammais. Ah. Voilà. Mais tu peux pas te brûler avec ça? Non, tu ne brûles pas. Parce que c'est Tu ne quasiment... brûles pas parce que c'est tellement rapide, si tu veux, que voilà, il n'y a pas le temps de se brûler. En fait, ce que tu ne racontes pas, c'est que tu as fermé tes établissements pour des raisons judiciaires et non pas des raisons tout autres. Parce que j'ai vidé un extincteur dans la bouche d'une de mes clientes. Non. Ok, donc vous savez ce qui se passe dans les bars pour ceux qui ne sont pas adeptes de ce genre de pratique. Pour le coup, je crois que j'ai fait la fête dans ma vie. J'ai jamais vu une bouche enflammée après avoir bu un shot. C'est drôle, mais c'est assez drôle. Ça dépend du shot, mais ça peut être bon aussi. Et en gros, pour revenir sur l'histoire, du coup, elle est effrayée. Elle est effrayée. Elle dit non, moi je bois pas ça. Julie, t'as qu'à prendre. C'est toi qui voulais rentrer dans le bar parce que tu trouvais le barman mignon. Alors moi, je tombe un peu dénu et tout. Et puis, je dis bon, ok, allez, fière allure, redresse-toi, machin. Puis du coup, je vois Julie. Et elle me dit ah non, mais moi ça je bois pas. Je sais ce que c'est de la sambuca, c'est dégueulasse. Moi, je bois pas ça gratuitement. Mais contre une bonne pelle bien appuyée du barman, pourquoi pas? C'est pas vrai, l'audace excellente. D'accord. Ouais, exactement. Mais bon, elle m'a dit plus tard qu'elle aurait jamais fait ça si elle avait pas fait déjà le début de soirée. Okay. Jamais elle se serait permis de dire ça. Et donc, du coup, moi, j'acquiesce, je dis oui, ok. Ah oui, tu n'es pas compliqué à ce moment-là. Non, on va pas faire compliqué. Pas de problème de Covid à l'époque. Non, tout à fait. Oui, il n'y avait pas les distances sanitaires, on n'a pas fait ça avec un masque, donc voilà. Donc je dis ok, ni une ni deux, elle prend le shot, j'enflamme, et effectivement, vous vous embrassez. On s'embrasse. Incroyable. Et j'étais avec un ami ce soir-là, comme j'ai dit, et il lui donne mon numéro à Julie, du coup, et il dit maintenant, t'assumes, tu lui envoies un message ce soir-là. C'est ce qu'elle a fait. D'accord. Voilà, rencontre comme ça, et puis du coup elle m'a je crois que c'est elle qui m'a proposé d'aller boire un verre le lendemain. J'ai acquiescé et on a bu un verre, et puis elle rentrait, si tu veux, le surlendemain, donc lundi, en Suisse. Donc je découvre en fait cette fille par pur hasard, à un moment donné dans ma vie où je m'y attendais pas du tout, et encore moins le soir à 23h alors que j'étais en train de fermer le restaurant. J'imagine. Et donc, attends, parce que entre ce moment-là et le moment où tu voyages pour la première fois à Lausanne et le moment où tu t'y installes, est-ce que tu peux marquer les étapes? C'est-à-dire qu'au moment où vous vous revoyez le lendemain... Il y a eu quelques étapes, si tu veux, effectivement, où elle est... Donc après ce week-end-là, on échange pas mal par message. On se revoit, si tu veux, plusieurs fois. Alors elle revient à Paris. Et puis moi... Une fois où je viens à Lausanne, et du coup je découvre la ville de Lausanne, et c'est là où il y a un truc qui fait tilt dans ma tête, parce que j'arrive à la gare, elle me fait faire le tour de la ville et je vois le lac, les montagnes au loin,
Et moi, il faut savoir, effectivement, comme tu l'as dit dans la description, il y a une partie dans mon enfance où je suis très attaché à la mer, à l'océan, aux bateaux et tout. Mais il y a une autre partie, effectivement, où je suis très attaché à la montagne parce que ma grand-mère vient de Savoie. Donc voilà. Ok, donc tu as un intérêt pour ce lieu. Un intérêt pour ce lieu. Et moi, je découvre un lieu, si tu veux, où il y a ces deux choses-là. Et dans ma tête, il y a un truc qui me dit « Ah, finalement, c'est peut-être pas mal, quoi, ici. » D'accord. Voilà. D'accord. Donc, finalement, quelques mois après votre rencontre. Non, alors on a fait bien 1 an, si tu veux, de relation à distance. D'accord. Le but était, moi, j'étais en transition professionnelle. On vendait aussi les bars et les restaurants. Donc le projet de vente et de transition était déjà marqué. Alors plus ou moins amorcé sur certains points, d'autres je pense que ça a accéléré, mais en tout cas moi il y avait un truc, ça faisait longtemps aussi que j'avais ce besoin, je pense, de me rapprocher de la nature et de sortir de Paris. Je me voyais pas de toute façon faire toute ma vie à Paris aussi. D'accord, ouais. Parce que c'est une ville qui est de l'extérieur magnifique, incroyable, où il y a tout le temps quelque chose à faire. Au final, quand on y est tous les jours, on le voit plus. On le voit plus, exactement. Et j'avais cette petite flamme en moi qui me disait, écoute, tu vas pas faire ta vie à Paris. Il faut partir. À un moment donné, tu te rapprocheras de la nature, tu sortiras de Paris, quoi. Donc, on peut pas dire que tu sois parti de Paris essentiellement par amour. T'es parti parce que, au fond de toi, il y avait quelque chose qui te disait, j'aimerais voir autre chose, peut-être une envie d'ailleurs, et du coup, ça a fait simplement le déclic. Ça a fait le déclic de découvrir en tout cas Lausanne. Après, le but n'était pas non plus de partir pour une fille, c'était un peu trop risqué. Donc du coup j'ai quand même pesé les pour et contre aussi, mais ouais, ça a fait le déclic très clairement. Et le but était aussi que si je viens en Suisse, il fallait quand même que j'ai une activité aussi professionnelle. Et ça a été une période aussi, gros changement de ville, professionnelle. Mais comment est accueilli le Parisien en Suisse ? Comment est accueilli le Parisien en Suisse ? Parce qu'au moment où tu arrives à Lausanne, tu connais personne. Je connais personne à part effectivement Julie. Et tu me connais moi, mais mais à ce moment-là, tu m'as pas dit que tu venais à Lausanne. Ouais, c'est juste, c'est vrai. Je suis pas au courant. J'ai pas annoncé à tout le monde, je débarque, et puis effectivement, je t'ai pas annoncé, ouais, ça c'est juste. Faut savoir quand même que j'ai croisé Titouan. C'est marrant parce que, pour faire la petite aparté, je connais Titouan depuis l'âge de 18 ans. On est partis aux États-Unis ensemble dans le cadre du bachelor en école de commerce. Ouais. On a passé donc 3 mois à l'âge de 18-20 ans. Toi, tu avais 20 ans. En autarcie dans un autre pays où on parlait même pas la langue. Donc ça crée du lien. On est devenus très proches. Et finalement, moi qui pars en Suisse et qui mène ma vie un peu partout, Titouan reste à Paris, monte ses restos. On se voit beaucoup moins. On garde quand même contact. Et un jour, moi qui bosse dur dans l'événementiel en Suisse, je vais boire un verre et je tombe sur mon pote devant le lac, tranquille, lunettes de soleil en train de boire un verre. C'était à la jetée de la compagnie. Exactement. Ouais. Et là, je me dis, mais attends, c'est mon pote Titouan, mais pourquoi, mais comment ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Donc au début, j'avoue que je suis assez frustré de me dire, ce salopard est ici et ne m'a pas dit. Si ça se trouve, il habite là depuis 2 ans et je ne le sais pas. Mais non, en fait, il a simplement été prudent. T'étais de passage à ce moment-là, et puis t'as été prudent sur ta venue, et je pense que t'as été un peu sur des œufs au début. Mais comment ça s'est passé quand ton accueil finalement à Lausanne, aparté terminé ? Écoute, pour moi, mon accueil s'est plutôt bien passé. J'ai été aussi prudent dans le sens où, c'était très clair pour moi qu'il fallait que j'ai aussi une autre raison professionnelle avant de venir. Ça a été dur parce que y a quand même pas mal de barrières à l'entrée au niveau du marché du travail, au niveau du permis et tout ça. C'est un peu le serpent qui se mord la queue en Suisse, c'est-à-dire que pour pouvoir bosser, il te faut un permis de travail, et pour pouvoir avoir un permis de travail, il faut avoir un contrat de travail. Et voilà, exactement. Donc c'est un poil difficile passer ça. Donc, quand on trouve une société qui est prête à faire la démarche et puis qui est prête à nous embaucher, ça peut aller. En tout cas, dans mon cas, c'est allé assez vite. Donc voilà, donc je suis quand même retombé aussi forcément dans le développement commercial et puis dans la restauration parce que c'est quand même là où j'ai exercé, là où je sais travailler, j'ai des compétences et tout ça.
D'accord, mais alors du coup, donc tu bosses pour plusieurs entités dans le monde de la restauration, tu te fais un réseau. Moi, je me dis ça, c'est marrant, on finit par avoir le même réseau, toi et moi, puisque moi, je bosse dans l'événementiel, donc en lien avec les restos, les bars. Mon copain Titouan bosse aussi dans ce domaine-là. Et puis finalement, qu'est-ce qui fait que tu changes ton fusil d'épaule et qu'aujourd'hui, tu fais un métier qui est complètement différent? Raconte-nous cette transition. Alors, comme si ça suffisait pas d'avoir déjà changé de pays et d'avoir refait sa vie. Non, il faut aussi complètement changer de secteur d'activité. Ouais. Et finalement, tu as peut-être eu le nez fin, ou peut-être que c'est à cause de la situation actuelle. Raconte-nous ça. Effectivement, ça fait beaucoup de changements quand, à force d'en parler, là, je me rends compte. Partir de Paris, enfin, pas quitter, mais s'éloigner de ses amis et tout ça, changer de réseau, arriver en Suisse, avoir aucun réseau, recommencer une activité commerciale, enfin une activité professionnelle, pardon. Cette activité dure plus ou moins 1 an, et puis derrière, donc une période de chômage assez longue, beaucoup de remises en question, mais enfin voilà, moi ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du changement, il faut toujours l'accueillir comme il faut. Alors c'est sûr qu'il faut pouvoir tenir pendant toute cette période, parce qu'il y a des hauts, des bas au niveau des humeurs, au niveau des activités que tu fais le jour, au quotidien, c'est assez dur. Lié à cette instabilité permanente. En parce plus que de tu ça, changes, donc tu es instable, et exactement. finalement tu essaies de trouver ta stabilité. C'est ça qui fait qu'il peut y avoir des sautes d'humeur. Et de mood, quoi. Hein. Ouais, bien sûr, parce que tu remets en cause tes compétences, qui tu es, où tu veux aller tout le temps. Mais en tout cas, enfin voilà, moi ce que je dis, c'est qu'il faut quand même garder un cap, faut rester optimiste, voir les opportunités qui se présentent à nous aussi, les accueillir. Et c'est, je crois que c'était au Lacustre, où effectivement, je passe une soirée d'anniversaire, et puis le surlendemain, j'ai un coup de téléphone de mon chef aujourd'hui, et qui me dit je vous appelle parce que je crois que je vous ai croisé au Lacustre, et puis je me suis dit, mais ce monsieur, je le connais. Et en fait, il avait mon CV sur son bureau depuis 1 semaine, et il devait m'appeler. Donc, le hasard qui fait les choses. Hasard. Et donc, du coup, je passe des entretiens pour devenir conseiller financier. Sans avoir de background sans là-dedans. avoir de background là-dedans. Bon, t'as géré des entreprises, donc tu as quand même un background financier, mais je veux dire, dans le monde suisse. Ouais, mais là, c'est pas la même chose. C'est vraiment dans le conseil financier, tout ce qui est privé et particulier. Donc prévoyance, investissement, protection, placement, assurance, genre de choses. Exactement. Et donc du coup, avec un besoin en formation, en tout cas, parce que ce que j'étais sûr, c'était pouvoir gérer la relation client. Ça, il n'y a aucun problème quand je suis en face de quelqu'un. Enfin voilà, je sais échanger. Par contre, tout le côté technique, en tout cas, toutes les connaissances qu'il y a à avoir sur les différents domaines, je les avais pas. D'accord. Ouais. Donc du coup, ça faisait partie aussi de ma formation, et ça le fait encore partie aujourd'hui. Et c'est effectivement ce qui m'aide aussi tous les jours. Donc tu es en transition de carrière. Exactement. Et est-ce que ça fait du sens jusqu'à présent pour toi? Ouais, ça fait du sens. Surtout que pendant cette période de chômage, ça a été compliqué, beaucoup de remises en question, comme je le disais. Aujourd'hui, je retrouve un espèce de regain d'énergie, et je retrouve du sens dans ce que je fais, parce que je retrouve cette relation commerciale que j'avais perdue pendant un moment. Et à la suite du licenciement aussi, je m'étais dit mais qu'est-ce qui se passe, tu as été licencié pour tes compétences, enfin voilà, toute une période qui n'est pas forcément agréable. D'accord. Et ça, ce licenciement, il a eu lieu avant Covid? Il a eu lieu avant Covid. Oui, d'accord. Ouais. Mais finalement, c'est une bénédiction. Effectivement. Alors, tu te fais licencier, donc c'est pas cool, mais tu te dis finalement, ceux qui t'ont licencié, je pense qu'aujourd'hui, tu n'aurais pas licencié pour les mêmes raisons. Je quitte la restauration, enfin, on me fait quitter la restauration avant effectivement cette période. Et tu comprends pas sur le moment pourquoi, non. Surtout que tu as de l'expérience et que tu sais que tu fais bien ton taf. Ouais. Et je pense que, comme on dit parfois, la vie, il y a un karma, il y a un truc. Il y a un karma, mais on te fait quitter ce domaine-là, qui est un domaine mort aujourd'hui. 2 fois. 2 fois. 2 fois. C'est-à-dire on te fait quitter 2 fois dans 2 boîtes. On te fait quitter 2 fois. Enfin, on me fait pas quitter 2 fois, mais 2 fois, je suis amené à quitter ce domaine de la restauration. Mm-hmm. La première fois en quittant Paris, la deuxième fois à la suite de ce licenciement. Ouais. Donc voilà. Et aujourd'hui, drôle. Tout cet univers s'écroule. C'est drôle. Ouais. On peut dire un peu la même chose avec l'événementiel finalement. Oui, bien sûr. Je pense que ça s'applique à beaucoup de domaines. Moi, j'ai stoppé quand même l'événementiel il y a 1 année et demie, 2 ans, un peu plus.
Et finalement, l'événementiel aujourd'hui est un métier oublié, comme les légumes oubliés qu'on trouve chez le primeur. Ouais, exactement. C'est Voilà, les donc- disgracieux qui sont sur le bord des paniers et qu'on veut pas prendre, quoi. Je pense que la vie parfois nous oriente et soit nous confronte, soit nous fait sortir de situations complexes. Il faut juste peut-être parfois faire un peu confiance. Alors, Alors, il faut faire un peu confiance, il faut avoir pas mal de patience. être Mais dans l'action. Être dans l'action, il faut savoir aussi provoquer aussi ce changement ou ces opportunités. Bien sûr. Et si on reste sur son canapé ou des choses comme ça. Bah remarque, toi, t'es resté sur ton canapé un lendemain de soirée et il y a quelqu'un qui t'a appelé pour te dire C'est juste. j'ai votre CV sur le. Ouais, c'est juste, Mais effectivement. t'avais envoyé ton CV Mais j'étais à la soirée aussi. et t'étais à la soirée. Voilà. Et Donc ben, sur effectivement, tu peux recevoir un coup de fil dans ton canapé à condition que les jours précédents, tu aies fait ce qu'il faut ça. Ouais, pour exactement. avoir des retombées. Donc Ouais. jetez des cailloux, Jeter chers des cailloux, auditeurs. semer des graines, ça Voilà. retombera forcément à un moment donné. Non mais c'est clair finalement. Alors moi, le problème que j'ai, c'est que je vais toujours un peu tous azimuts. Toujours 1000 projets et 10 réalisations. Mhm. Donc il y a quand même 990 projets qui tombent dans l'eau, mais il y a quand même 10 réalisations. Mais au moins, enfin, voilà, t'as semé. C'est toujours ça, mais je sais énormément. Est-ce qu'un jour ça retombera et que tu deviendrais président des États-Unis? Peut-être. Ah, peut-être quand on voit qui a été président des États-Unis et qu'il essaye de revenir encore aujourd'hui. Je pense que tu peux lui passer devant allègrement. Hein. Ouais, j'ai pris cet exemple parce que aller sur Mars avec SpaceX n'est pas un de mes projets. Je n'aime pas être dans les airs. Voilà. Mais bon, arrêtons le bavardage, n'est-ce pas? Ouais. Cette interview est terminée. Nous passons à l'autre interview, c'est-à-dire les 4 dernières questions de l'invité, les questions de fond, les questions qui te font te sentir un peu « Mais pourquoi m'a-t-il posé cette question? Comment vais-je faire pour y répondre ?» C'est Allez, parti, vas-y. les 4 dernières questions. Tu lances le jingle? Et c'est les 4 dernières questions qui te mettent mal à l'aise. Les 4 dernières questions. Les 4 dernières questions de l'invité. Ok, 4 dernières questions. La première étant la suivante. Quand tu observes ta vie, mon cher Titouan, d'il y a 5 ans et celle d'aujourd'hui, elle n'a rien à voir ensemble. Enfin, elles n'ont rien à voir ensemble. Ouais. Est-ce que tu regrettes quoi que ce soit? Est-ce que tu arrives à visualiser tes 2 vies? C'est-à-dire, là, voilà, on est en mars 2021. Tu vois ta vie aujourd'hui, tu la connais. Mhm. Mars 2016, tu Ouais. regardes les 2. Est-ce qu'il y a un regret par rapport à celle d'avant ou par rapport à celle de maintenant? Quel est ton commentaire par rapport à ces 2 vies-là? Bah, ces 2 vies, elles sont complètement différentes, mais elles font partie de moi et je me suis toujours refusé à renier ce que j'avais vécu parce que je suis sûr et certain que ça, quelle que soit ta vie, ça t'apporte quelque chose. Alors, de la confiance en soi ou des expériences professionnelles ou simplement une histoire à partager que tu pourras partager au coin d'un café avec quelqu'un et qui va peut-être t'apporter quelque chose aussi à un moment donné. Donc, du coup, non, Tu regrettes rien? non, je les regrette pas. Et puis, je remercie en tout cas, ouais, effectivement, chaque moment en tout cas. Tu es dans la gratitude. Ouais, dans la gratitude. C'est un mot à la quand mode, même- la gratitude, en ce Ouais, moment. c'est très à la mode, mais c'est aussi dur de temps en temps à retrouver la gratitude. Ouais, quand Ouais. la vie s'abat sur toi ou quand Exactement. tu as des déconvenus Mhm. en masse, comme En diraient les masse. Québécois. Là. Tu te prends tout d'une shot. Là. Tu te prends tout dans la gueule, là. Ouais, et puis finalement, là, tu te rends compte que la vie, c'est pas vraiment ce que tu imaginais. Vous autres, les Français, c'est pas vraiment ce que c'est que la vie. Nous, au Québec, on sait. Je maîtrise pas du tout cet accent. Je vais me ridiculiser pendant 5 secondes. Tu sais, en rebondissant sur ce que tu dis, je pense à quelque chose qui m'est venu en tête. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à sortir d'un lieu en pleine nuit, avoir juste, être au milieu de la campagne, Ouais. avoir 2 fenêtres allumées Ouais. et me dire parce que j'aime beaucoup Retour vers le futur, Ouais. si je me retrouve, si le moi d'il y a 6 ans se retrouve ici à sortir de ce lieu, c'était un hangar dans la campagne avec Ouais. 2 fenêtres allumées en pleine nuit, nuit étoilée, je ne sais pas où je suis, je me dirais, mais je pèterais un câble de me dire, mais qu'est-ce que t'as fait, Vincent, pour te retrouver ici, là, un mardi soir? Tu ne sais pas où t'es perdu, dans quel pays tu es? Franchement, c'est assez flippant de se dire que peut-être dans 5 ans, tu seras à l'autre bout du monde, Ouais. entouré de pygmées, Ouais. en Guinée équatoriale. Il n'y a pas de pygmées en Guinée équatoriale, Non, je suis désolé. mais c'est pas grave. Entouré de je ne sais pas quoi. Et en fait,
T'as aucune maîtrise de ça. Et quand tu fais le travail inverse à revenir dans le passé, tu dis mais attends, mais j'aurais jamais imaginé en être là aujourd'hui. Je pense que c'est le cas pour toi finalement. T'as eu des vies qui n'ont rien à voir. Le chef d'entreprise et là le conseiller financier en train d'apprendre finalement à 33 ans un nouveau métier. Ouais, exactement. Voilà, je voulais juste parler de ça. Est-ce que pour toi tout le monde peut changer de vie en quelques semaines ? Est-ce que c'est donné à tout le monde d'avoir justement ces changements drastiques alors que certaines personnes passent 25 ans derrière le même bureau et vivent dans le même appartement ? Encore une fois, s'ils sont heureux, c'est génial. Mais est-ce que tout le monde peut changer de vie comme ça ? Moi, je pense que je suis sûr que toutes les personnes ont les capacités de changer de vie. Après, c'est à savoir à quel moment et qu'est-ce qu'il leur faut pour pouvoir changer de vie, quel déclic, quel prérequis en fait avoir avant de passer le pas. C'est important parce que changer de vie, ça demande quand même pas mal de confiance en soi ou pas mal de folie de temps en temps. Mais en tout cas, c'est pas regarder en arrière parce que c'est le passé, c'est notre bagage et puis c'est quelque chose qu'on traîne mine de rien. Alors il peut être plus ou moins lourd, ça dépend des personnes, mais c'est quelque chose qu'on traîne qui sera toujours là et ça sert à rien de ressasser le passé. Il faut aller de l'avant. C'est toujours des beaux discours, ça fait toujours joli à dire et tout ça, mais dans la réalité, parfois c'est dur. Il faut trouver des moyens. Alors moi, en venant ensuite, j'ai aussi découvert pas mal la méditation, pas mal le yoga. Je me suis remis à la course. Donc c'est des choses en fait qui nous font du bien au quotidien qu'on peut vite mettre en place et qui nous aident à passer le pas, à prendre confiance en soi, à aller de l'avant, à être optimiste. Et voilà. J'aime bien comme tu parles. Tu sais, tu viens de parler, tu dis le passé, on le traîne derrière nous. Ouais. C'est une belle image, ça peut être vu comme un boulet, tel que tu viens de l'exprimer, mais ça peut aussi... Moi j'ai cette image de la valise. C'est-à-dire que tu nais et puis tu as cette valise vide. Et la plupart du temps, ce sont tes parents qui mettent des choses dedans et qui créent en fait ce que tu as dans ton bagage, en fait. Des valeurs... un physique, ils vont t'inscrire au sport dans ta jeunesse, donc ils te créent une hygiène de vie aussi. En t'apprenant à bien t'alimenter ou pas. Ils te mettent des choses dedans, des valeurs d'éducation et autres. Et à mesure que tu deviens ado, c'est là où il y a crise, c'est que tu commences à regarder dans ta valise et à te dire mais ça, j'en veux pas, ça je suis pas d'accord, ça j'aurais fait différemment, ça mon pote il a pas la même chose dans sa valise et moi ce qu'il a m'intéresse plus. Donc c'est peut-être, j'imagine que la crise d'adolescence elle arrive à ce moment-là. Et ensuite, on a la capacité de vider sa valise de certaines choses et de leur remettre des choses dedans. Et là, c'est la majorité, 18, 20 ans, 22 ans, les études. Et là, tu commences à te créer ta propre personnalité et ta propre valise. Et on se rend compte que la valise n'est pas non plus extensible. Tu dois enlever des choses pour remettre des choses. Tu peux pas avoir toutes les qualités du monde, toutes les valeurs de la Terre. Tu fais des choix, t'orientes. Et finalement, j'ai l'impression que toute sa vie, on est sans arrêt en train d'enlever des choses de la valise et d'en remettre d'autres à mesure qu'on devient plus expérimenté de la vie et qu'on traverse les expériences positives et négatives. Qu'est-ce que tu en penses ? Et puis pour rajouter, je pense que tout changement forcément te fait rajouter des choses dans ta valise. Parce que ça amène son lot de surprises, parce que ça amène son lot d'inconnus. Et là, moi, j'en suis à un point, si tu veux, où il y a peut-être eu trop de changements, peut-être plus ou moins brusques, ça, j'en sais rien. Mais si tu veux, je pense qu'il y a un travail à faire, en tout cas, sur moi, avec quelqu'un, un psychologue, faut dire les choses, pour pouvoir, se recentrer, remettre des émotions sur les choses, remettre des mots aussi de temps en temps, pointer des choses du doigt, qui sont peut-être un petit peu douloureuses. Mais ça, c'est pareil, il faut avoir la force et il faut avoir confiance en soi pour pouvoir le faire. Tu sais, c'est marrant parce que c'est la première fois dans ce podcast que je vais pouvoir te sortir un truc qui m'a été dit par le passé dans un podcast et que j'ai appris. Le but de ce podcast, c'est évidemment d'intéresser vous autres, les auditeurs, mais c'est que moi j'apprends des choses aussi à chaque fois. Et Pauline, dans le premier épisode, je vous invite à aller voir le premier épisode, à écouter le premier épisode, elle me parlait du defusing, puisqu'elle bosse dans les urgences psychiatriques. Elle me disait, quand tu vis un événement tragique ou un événement marquant, un accident de voiture par exemple, eh bien, où tu vois une mort subite devant toi, que ce soit d'un inconnu ou de quelqu'un que tu connais,
eh bien, c'est très difficile de mettre des émotions sur ce que tu as ressenti. Tu sais que ça t'a juste chamboulé, tu dors plus. Ouais. Eh bien, les urgences psychiatriques ou les psychiatres ou psychanalystes ou psychologues, je ne sais pas comment on peut les appeler, parfois font cette pratique qui, du coup, a pour but de remettre des émotions sur ça. C'est-à-dire que dans ta tête, tu mets des émotions sur ce que tu as vécu, tu le visualises et en fait, tu peux le catégoriser et grandir et avancer. Et effectivement, je pense que quand tu changes de vie beaucoup, c'est un peu la même chose, c'est un peu traumatisant parce que les repères sont jamais les mêmes, tu es sans arrêt en train de devoir t'adapter et peut-être que tu as besoin d'un diffusing pour remettre des émotions et te recaler et te remettre dans les rails pour pouvoir avancer correctement et de la façon la plus, je dirais, avec épanouissement et avec stabilité. Est-ce que ça te parle ? C'est exactement ça, si tu veux. C'est remettre des mots, remettre des émotions sur ce que je vis actuellement. Et ça, je pense qu'il faut quelqu'un d'externe pour pouvoir t'aider. Ah oui. C'est pas quelque chose que tu fais toi en faisant de la méditation. Je pense que ça peut aider. Tu peux, mais ça prendrait peut-être beaucoup plus de temps. Et ça prendra forcément plus de temps. Il y a des gens qui sont formés pour ça. Il faut leur faire confiance. Alors, le mot psychologue, il fait peut-être un peu peur chez certaines personnes. Par fierté, on dit non. Peut-être toujours un peu. Peut-être la génération. Ça commence à changer. Je pense que ça commence à changer. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font des études pour ça. Il faut quand même reconnaître que c'est aussi un domaine complexe. Et puis, voilà, lever la main et dire j'ai besoin d'aide, il faut pas le diaboliser, quoi. Non, surtout aujourd'hui, je pense qu'on a tous baissé les armes aussi. La société a baissé les armes par rapport à toute cette fierté, ce côté moi je suis au-dessus de tout et de toute façon tout marchera toujours bien pour moi et puis de toute façon je ne suis jamais fatigué. Il y a eu toute la période burn-out des années 2010 où on a de plus en plus entendu ça et puis là aujourd'hui avec le Covid, je pense que des gens qui restent enfermés chez eux et qui se rendent compte que la vie n'est pas exactement ce qu'ils avaient cru avant, je pense qu'on n'a plus besoin de refaire l'histoire, mais ça a changé les mœurs et je pense qu'aujourd'hui effectivement être aidé et s'entourer de bonnes personnes qui vont nous conseiller, nous aider à remettre des émotions, etc. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Il y a ça aussi, effectivement. C'est s'appuyer aussi sur les personnes qu'il y a autour de nous, parce que on part toujours avec une idée en tête, comme quoi on va être jugé, comme quoi on va être pas forcément apprécié, ou les gens vont avoir des émotions peut-être négatives vis-à-vis de nous, des pensées négatives, et au final, pas du tout. C'est une fausse croyance, ça, que de penser qu'on est jugé tout le temps. On est jugé, mais je pense que la faiblesse et les failles en nous, c'est ce qui va justement créer le lien avec les gens et c'est ce qui va nous rendre beaucoup plus humains et ce qui va faire que les gens vont nous aimer. Ouais, tout à Donc fait. c'est à la différence peut-être, encore une fois, d'il y a quelques décennies où il fallait montrer qu'on était une certaine forme de perfection. Cette perfection ne donne pas envie. C'est ce côté faille et ce côté humain qui va finalement attirer les gens vers soi. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, et c'est ce que tu m'exprimes là. Exact. Mais je pense que ça peut être aussi un tuyau pour n'importe qui nous écoute, qui n'en serait peut-être pas là. Mais je pense que, évidemment, c'est simple de dire que la spontanéité, être soi-même, c'est la clé du bonheur. Mais les failles... Moi, j'ai fait un burn-out il y a quelques années. Le fait d'en parler ouvertement aux gens autour de moi a changé les relations que j'ai avec eux, avec autrui. Ouais. Puisque j'ai montré peut-être, que j'ai bossé dur, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai craqué, en fait. Exactement. Et ça ramène les gens à leur propre craquage et ça les rassure. Donc Aussi. on devient rassurant auprès des gens. Et en fait, parlez de vos... Comme Titouan le fait maintenant, je ne lui ai pas du tout dit, il faut qu'on tombe dans la psychologie. Il parle simplement de ce qu'il traverse et je trouve ça génial d'avoir autant de spontanéité et de naturel dans les épreuves qu'on traverse. Merci pour ce témoignage. Je t'en prie. J'ai une dernière question pour toi dans cette... parce que là, on arrive à la troisième question. À chaque fois, j'ai envie qu'il y ait trois questions. T'as 3 questions. Pourtant, t'as dit 4 dès le début. Mais oui, mais déjà, dans le précédent épisode, j'étais là, je dis 4 questions et j'en pose 3. Brièvement, le sens de ta vie. Après quoi tu cours, Titouan, aujourd'hui? Même si c'est pas très clair. Tu cours après quoi? L'argent, la notoriété, le bien-être, évidemment, l'amour, tu cours après... C'est quoi? Je cherche un petit peu après quoi je cours. Surtout aujourd'hui, je pense, mais... En tout cas, il y a un truc avec lequel je peux courir, c'est mon optimisme et mon courage. Ça, je peux m'appuyer dessus. D'accord. Mais je cours après quelque chose, mais avec ces 2 choses-là dans les bras et ces 2 soutiens.
Donc, t'es un peu dans Call of, t'es en train Exactement. d'aller à la rencontre Ouais. des zombies et Exactement. assaillants, et en fait, t'as ton Puis courage et et- ton enthousiasme Exactement. dans chaque main, et tu te Ouais. dis, quoi qu'il arrive, les gars, Ouais. je vais y arriver. Exactement. C'est un peu ça C'est l'image. un peu ça, ouais. J'aime bien. Dernière question, des 4 dernières questions de l'invité. Tu sais, je me dis toujours, j'aimerais que le Vincent de 2022 soit content de ce que le Vincent de maintenant aura fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc moi, je te pose la question, qu'est-ce que tu devrais faire aujourd'hui ou maintenant, à part les temps qui courent actuels, pour que le Titouan de 2022 soit content ? Bah, je t'en ai parlé. Je pense que cette aide dont j'ai besoin, dont je ressens le besoin aujourd'hui, je pense que je serais content si je l'ai fait en 2022. Tu Et te diras- ça m'aura servi et j'en sortirai beaucoup plus fort. Ok, donc en fait, c'est clair que c'est un pas, Ouais. mais tu sais que Je sais que ça m'aidera. ton toi futur, il se dira, Ouais. hey, t'as bien fait de faire cette démarche à 2 ans. Exactement. Hmm, Ouais. Très cool. Posez-vous peut-être la question, ceux Ouais. qui nous écoutent. Qu'est-ce que le vous de dans 2 ans sera heureux que vous ayez fait aujourd'hui ? Pas Exactement. très français, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ouais. Cette interview est terminée. Dernière interview. Rapide. La fin. Tac, tac. On Tac, y va. tac. Notre quickie traditionnel, mais version hybride, puisque ce ne sont plus que des questions par oui et par non, mais parfois je te demande. Si je te pose une question ouverte, tu dois répondre, mais ça Ok. reste rapide. Ok. Donc, c'est l'interview quickie hybride. Jingle, parce que j'adore faire des nouveaux jingles. Top. Elle n'est pas comme d'habitude, mais pourtant c'est bien l'interview quickie. Oui, mais en mode hybride. Eh bien, top, c'est parti. Comme tu as dit. Vas-y, dis top. Top. Alors, un lieu hors du temps à Paris. Est-ce que tu as vu le film Midnight in Paris ? Non. Non ? Incroyable, je conseille à tout le monde Midnight in Paris. Un Américain se balade dans les rues de Paris et une voiture passe et il monte dans la voiture et il se retrouve dans le Paris des années 20 avec Ok. Mistinguett, Hemingway et compagnie. Donc un voyage dans le temps. Ok. Si tu as un lieu à Paris que tu pourrais conseiller à tout le monde qui nous écoute pour sortir du temps, Ah, les buts de Chaumont. les buts de Chaumont, Ouais. Le parc. le parc des buts de Chaumont où il y a le Rosa Bonheur, c'est juste. Exactement. Ouais. J'adore cet endroit. J'aime beaucoup ce parc. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et les gens qui connaissent pas Paris ne savent pas. Ils ne savent pas ce que. Ce qu'il y a au but de Je Chaumont. sais, très souvent. Tu rentres dans ce parc et tu as l'impression d'être dans le Alice au Pays des Merveilles. Alors, faut pas hésiter à y aller quand il fait pas non plus trop chaud parce que sinon c'est blindé ce parc. C'est vrai. Mais tu peux simplement aller te poser aussi en tout temps, quoi. C'est tellement cool. Il y a de l'eau, il y a de la puis c'est végétation vallonné, exotique. il y a différents parcours que tu peux faire, marcher. Enfin, tu peux y passer une matinée tranquille, quoi. Ouais. Mhm. Non, c'est vrai que c'est fabuleux. C'est dans le 19e, 19, ouais. près de la rue Botzaris. Mhm. Une grande rue Botzaris qui Mhm. passe à côté. Je me souviens, j'habitais pas très loin. Écoute, merci. Un lieu hors du temps en Suisse. J'ai pas dit Lausanne. Ça peut être Genève, Lausanne, ça peut être les montagnes, ça peut être un lac, ça peut être ta cave. Un lieu. Ah, dernièrement, je pense que c'est le lac Oshinen. De C'est-à-dire Shinen. Ah oui C'est, ouais, Ah, Oshinensee, ouais. Oshinensee. Mm. Là où t'as une rando qui est absolument magnifique et la vue est juste à couper le souffle, quoi. Ok. Ouais. Tu sais que je suis pas allé, mais on Ouais. entend parler beaucoup de ce. Alors, j'ai pas lieu. fait beaucoup de lieux encore en Suisse. Il y en a quand même pas mal que je Il y en vais a faire. 1000. Mais c'est Des endroits c'est hors juste du temps. incroyable. Cette Ok. vue, elle est belle. Sans transition, Nespresso ou Dolce Gusto ? Aucun des deux, c'est pas du bon café. Faut pas croire que c'est Nespresso, Dolce Gusto, c'est des bons cafés. Je peux pas dire ça, j'aime trop le café pour ça. J'ai préparé cette question exprès parce que Titouan, il est avec sa machine à l'italienne, Ouais. c'est un restaurateur et tout. J'y Ouais, pose ouais. cette question vraiment pour qu'il me donne cette réponse. Non, mais qu'est-ce de quoi tu me aucun parles ? des deux, mec. Ok, j'ai compris. Ton équipe de rugby fétiche ? Racing 92. Je me souviens, je crois même Ouais. que j'ai. Je pense que t'es venu à un match avec moi. c'est possible, Ouais. c'est possible. Est-ce que Chabal a joué pour eux à une époque ? Ouais. Ouais, c'est ce que je me disais. Celle de football américain, ton équipe préférée de football américain ? Souviens-toi, Titouan, ça c'est une private question entre toi et moi. Ah, c'est les Packers. Les Green Bay Packers. Ouais. Et oui, Ouais. parce qu'on n'était pas Ouais. très loin à Milwaukee. On n'était pas très loin, effectivement. On a vécu une finale de Super Bowl Oui. là-bas. Hein. Mais à la Et où télé. ils étaient. À la télé. Ouais, à la télé. Pas dans le stade, mais c'est Non, non. encore mieux parce qu'on était avec tous les étudiants, avec les On était popcorn dans les pendant dorms, 4 heures avec des, ouais, avec des bières. Exactement. Ça, c'est un sacré souvenir. Ouais, c'est un souvenir. Je suis content que tu me le rappelles. L'Amérique ou l'Asie ? Je t'ai pas dit pourquoi.
Je dirais l'Asie. Ah ouais. Ouais, je dirais l'Asie. Bah, récemment, j'ai fait un voyage au Japon et c'est quand même assez incroyable. T'as fait le Japon, mais t'as fait aussi quoi d'autre? J'ai fait le Japon, les Philippines, Bali, Singapour, Hong Kong. Donc du coup, ouais, j'ai déjà vu quand même. Et une destination pour ceux qui nous écoutent, s'ils doivent booker un vol? Putain, le Japon. Le Japon. Ouais. Ouais, parce que Ouais. c'est des pays culturellement, quoi. Culturellement, tu prends une claque. Vraiment, il y a New York, puis il y a Tokyo. C'est incroyable. Incroyable. Et puis même pour la bouffe, le poisson et tout, c'est... Incroyable. Ouais. Ouais, ok, j'ai envie d'y aller. Ton film préféré? Gladiators. Avec un S? Ils sont plusieurs? Ouais, ils sont plusieurs. Excuse-moi. Ok. Ton produit cosmétique préféré, toi qui as la tête d'un mannequin capillaire? Le savon d'Alep. Le savon d'Alep? Ouais, c'est un produit naturel et effectivement, je l'utilise tous les jours pour le visage et tout ça. Même la Incroyable. barbe, je suis tout avec. Non mais faut savoir que Titouan, quand tu vas chez Titouan, peu importe où, à Paris ou ici, il y a toujours des produits de ouf. Mais non. À chaque fois, Moi maintenant, j'ai je serais ah ouais étonné de voir ma salle de bain et de voir Sérieux les produits. Ouais. J'ai découvert la marque Kills grâce à lui, j'ai découvert la Ouais. marque Aesop grâce à lui, Ouais. et tout un tas de choses comme ça, de produits Ouais. et tout. Titouan est quelqu'un de bien, il prend soin de sa peau. C'est vraiment le beau Ouais, mec. faut tu vois. s'hydrater, la peau. Ouais, non, c'est Ça, vachement bien. ça, c'est ma mère, ça. Je te félicite. Pas de carbo, pas de bolo? Oh, pas de carbo. Ah, elle revient tout le temps cette question, mais Ah, comment je suis mais elle est content quand tellement tu sors des bonne, trucs elle a comme pas de ça, là. carbo. Ouais. Prince ou Michael Jackson? Oh, Michael Jackson. Ok. Mm. Eric et Ramsey ou Cadet Olivier? Ouh, les pizzas 4 chaussures. Eh bien, vous irez googler pour savoir quelle a été sa réponse. Moi, je sais. Une dédicace à quelqu'un? Si un jour ce podcast est écouté par des dizaines de milliers de personnes, cette personne te remerciera à ce moment-là. Tu penses à qui? Ouais, je vais rester classique aux parents, si tu veux. Surtout maintenant, ouais, je vais... Gros big up aux parents. Gros big up aux parents. Ok. Leur prénom? Edith et Jean-Pierre. Edith et Jean-Pierre, grosse dédicace pour vous, on pense bien à vous. Un lieu de vie au choix pour le restant de tes jours. Ce sera la dernière question. Là, je te dis, tu claques dans tes mains, pas de Covid, peu importe. Tu vas vivre quelque part pour le restant de tes jours. C'est où? Je pense que c'est en Italie. Ah ouais? Ouais. L'Italie. Du coup, un endroit de prédilection en Italie? Ouais, les Pouilles, effectivement. Les Toutes ces Pouilles. maisons, les Trulli et tout ça, c'est absolument magnifique. Aussi pour Moi, la gastronomie, n'est-ce pas? Ah ouais. Et une petite masserie là-bas où je fais la cuisine, puis on accueille des hôtes avec une piscine et quelques retraites de yoga et tout. Moi, ça me dirait bien. Tu nous as fait voyager, mon Titouan. J'aime ton style. Ce podcast se termine toujours par une chanson de l'invité. Parfois, je la fais en live. Parfois, nous n'avons pas le temps. Je n'ai pas ma guitare sur moi. La dernière fois, dans l'épisode... Non, c'était pas la dernière fois, c'était dans l'épisode 3. Ouais. J'avais fait un truc après. Ok. Un truc complètement loufoque. Ok. Donc, je ne te dis pas ce que je vais faire comme chanson. Ok. Tu ne vas pas l'entendre puisque je vais pas l'enregistrer maintenant. Ouais. Tu auras la surprise à l'écoute. Ah, tellement cool. Évidemment, c'est une chanson qui parle de ce qu'on vient de discuter. Ouais. Ok. Donc, Je me réjouis. c'est parti. Viens du pays des frousses, là où les gens disent pas bonjour. Tu pensais trouver mieux, mais au bord du lac, y a que des vieux. T'as tout changé pour bien pire. T'as tout changé, tu peux plus revenir. T'avais les restos à Paris, maintenant tu fais du vélo à Ouchy. Oh, oh, à Ouchy. Mais t'es plus heureux, quoi qu'on en dise. Y a pas de meilleur ou de pire. Le meilleur endroit, c'est celui qui t'inspire. C'est celui qui t'inspire. Ouh, ouh, oh, oh, oh.
Titouan, merci beaucoup Merci à toi, c'était très cool. pour ce moment. Je t'avoue que j'angoissais un petit peu au début, je me suis dit quelles questions il va poser, et C'est tout vrai ça, où est-ce qu'on va aller. Et finalement, non, ça s'est super bien passé, je suis content. Je suis content de savoir que tu as été à l'aise. En plus, tu t'es livré. J'aurais pas espéré plus de spontanéité, d'honnêteté de ta part. Tu m'as dit spontanéité, j'ai dit ok, il va en avoir de la spontanéité. Je te remercie beaucoup. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode du Sens. Salut Titouan. Salut Vincent, à plus. C'était Le Sens, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Et n'oubliez surtout pas que si vous êtes réveillé ce matin, c'est que jusque-là, vous alliez dans le bon sens. Allez, ciao. Le Sens.